bienvenue à la lecture des Odes de Hurlevent sur la recenserie de l'écrivain. Je fais juste un tout petit rappel avant la lecture pour vous dire que c'est là, clairement, trigger warning, il y a des avertissements de contenu sur un décès. Je préfère vous le dire parce que peut-être que c'est pas forcément le moment pour vous d'écouter ça et puis que c'est quand même un petit peu plombant, donc je n'arrête pas de le dire quand je suis en vidéo, mais si ça ne va pas trop ces temps-ci, c'est Paléo de Hurlevent qu'il faut écouter. Sinon, je vous souhaite une bonne lecture et sortez les mouchoirs. Salut! Les Hauts de Hurlevent par Émilie Brontë. Chapitre 15. Encore une semaine passée. Chaque jour qui s'écoule me rapproche de la santé et du printemps. J'ai maintenant entendu toute l'histoire de mon voisin, en plusieurs séances, selon les loisirs que pouvait trouver ma femme de charge au milieu d'occupations plus importantes. Je vais poursuivre son récit en empruntant ses propres termes, un peu condensés seulement. Elle est, en somme, très bonne conteuse, et je ne crois pas que je pourrais améliorer son style. Le soir même de ma visite à Hurlevent, continua-t-elle, je fus certaine, comme si je l'avais vu, que M. Heathcliff rôdait aux alentours de la maison. J'évitais d'aller dehors, parce que j'avais toujours sa lettre dans ma poche et que je n'avais pas envie d'être encore menacée ou tracassée. J'avais pris la décision de ne pas la remettre à Catherine avant que mon maître fût sorti, car je ne pouvais prévoir comment elle en serait affectée. Il en résulta qu'elle ne l'eut qu'au bout de 3 jours. Le 4e jour était un dimanche, et je lui portai la lettre dans sa chambre, quand tout le monde fut parti pour l'église. Un seul domestique restait avec moi pour garder la maison. Et nous avions l'habitude de fermer les portes pendant la durée du service. Mais ce jour-là, le temps était si doux et si agréable que je les ouvris toutes grandes, et pour tenir mon engagement, comme je savais qu'il allait venir, je dis à mon compagnon que notre maîtresse avait bien envie d'avoir des oranges, et qu'il lui fallait courir au village en chercher quelques-unes qu'on paierait le lendemain. Il partit, et je montai. Madame Linton était assise, comme à l'accoutumée, dans l'encoignure de la fenêtre ouverte, vêtue d'une robe blanche flottante, un léger châle sur les épaules. Sa longue et épaisse chevelure avait été en partie coupée au début de sa maladie, et elle la portait à présent relevée en simples tresses sur le front et sur la nuque. Elle était très changée, comme je l'avais dit à Heathcliff. Mais quand elle était calme, ce changement donnait à sa beauté une apparence surnaturelle. L'éclat de ses yeux avait fait place à une douceur rêveuse et mélancolique. Il ne semblait plus s'attacher aux objets qui l'environnaient. Il paraissait toujours fixé au loin, très loin, au-delà de ce monde, aurait-on dit. Puis, la pâleur de son visage, dont l'aspect hagard avait disparu quand elle avait repris des chairs, et l'expression particulière que lui donnait son état mental, tout en rappelant douloureusement ce qui en était cause, ajoutait au touchant intérêt qu'elle éveillait. Ces signes contredisaient, pour moi certainement, et pour tous ceux qui la voyaient, je pense, les preuves plus palpables de sa convalescence, et lui imprimaient la marque d'un dépérissement fatal. Un livre était ouvert devant elle, sur le rebord de la fenêtre, et par moments, une brise à peine perceptible en agitait les feuillets. Je pensais que c'était Linton qui l'avait posé là, car jamais elle ne cherchait de divertissement dans la lecture, non plus que dans aucune autre occupation, et il arrivait à son mari de passer des heures à essayer d'attirer son attention sur quelque sujet qui, autrefois, avait été une de ses distractions. Elle comprenait son dessein, et quand elle était dans ses meilleures humeurs, supportait paisiblement ses efforts. Seulement, elle laissait paraître leur inutilité, en réprimant de temps à autre un soupir de lassitude, et elle finissait par l'arrêter, avec le plus triste des sourires et des baisers. D'autres fois, elle se détournait brusquement, se cachait la figure dans les mains,
ou même elle le repoussait avec colère. Alors il avait soin de la laisser seule, car il était certain de ne lui faire aucun bien. Les cloches de la chapelle de Gimmerton retentissaient encore. Le bruit du ruisseau qui coulait moelleusement à plein bord dans la vallée venait caresser l'oreille et remplaçait agréablement le murmure encore absent du feuillage estival, qui, autour de la grange, étouffe la musique de l'eau quand les arbres ont revêtu leur parure. À Hurlevent, on entendait toujours cette musique dans les jours calmes qui suivaient un grand dégel ou une période de pluie continue. Et c'était à Hurlevent que Catherine pensait en écoutant, si tant est qu'elle pensât ou qu'elle écoutât, car elle avait ce vague et lointain regard dont j'ai déjà parlé, qui n'exprimait aucune perception des choses matérielles, ni par l'oreille, ni par les yeux. « Voici une lettre pour vous, madame Linton, » dis-je, en lui plaçant doucement la lettre dans la main qui était appuyée sur son genou. « Il faut la lire tout à l'heure, car elle demande une réponse. Dois-je rompre le cachet ?»« Oui, » répondit-elle, sans détourner les yeux. Je l'ouvris. C'était un très court billet. « Maintenant, continuai-je, lisez. » Elle retira la main et laissa tomber le papier. Je le replaçai sur ses genoux et attendis qu'il lui plût d'y jeter les yeux. Mais à la fin, comme elle ne bougeait pas, je repris. « Dois-je le lire moi-même, madame ? C'est de monsieur Heathcliff. » Elle tressaillit. Il semblait que la mémoire lui revint confusément et qu'elle luttât pour ressaisir ses idées. Elle souleva la lettre et parut la parcourir. Quand elle arriva à la signature, elle soupira. Pourtant, je vis qu'elle n'en avait pas saisi le sens, car lorsque je manifestai le désir de connaître sa réponse, elle me montra simplement du doigt le nom et tourna vers moi des yeux ardents, désolés et interrogateurs. « Eh bien, il voudrait vous voir, » dis-je, devinant qu'elle avait besoin d'un interprète. « Il est dans le jardin en ce moment, impatient de savoir quelle réponse je lui apporterai. » Tout en parlant, j'observais un grand chien couché au soleil sur l'herbe. L'animal dressa les oreilles comme s'il allait aboyer, puis les laissa retomber, et indiqua, en remuant la queue, l'approche de quelqu'un qu'il ne considérait pas comme un étranger. Madame Linton se pencha et écouta en retenant sa respiration. 1 minute après, un pas traversa le vestibule. La maison ouverte était pour Heathcliff une tentation trop forte pour qu'il y résistât. Vraisemblablement, il avait supposé que j'étais tentée d'éluder ma promesse, et s'était résolu à se fier à son audace. Le regard de Catherine était ardemment tendu vers l'entrée de la chambre. Comme il ne trouvait pas aussitôt la pièce où nous nous tenions, elle me fit signe de le faire entrer. Mais avant que j'eusse gagné la porte, il franchissait le seuil. En 1 ou 2 enjambées, il était près d'elle et la tenait dans ses bras. Il ne dit rien et ne relâcha pas son étreinte durant près de 5 minutes. Pendant ce temps, il lui prodigua plus de baisers qu'il n'en avait donné de toute sa vie, je crois bien. Mais c'était ma maîtresse qui lui avait donné le premier, et je vis clairement qu'une véritable angoisse l'empêchait presque de la regarder en face. Dès l'instant qu'il l'avait aperçue, il avait été saisi, comme je l'étais moi-même, de la conviction qu'il n'y avait plus pour elle d'espoir de jamais se rétablir, que sûrement elle était condamnée. « Oh, Cathy, oh, ma vie, comment pourrais-je supporter cette épreuve ?» Tels furent ses premiers mots, prononcés sur un ton qui ne cherchait pas à déguiser son désespoir. Puis il la regarda avec une ardeur telle que je crus que l'intensité même de ce regard amènerait des larmes dans ses yeux. Mais il brûlait d'angoisse et restait sec. « Et quoi ?» dit Catherine, en retombant dans son fauteuil et lui opposant tout à coup un front assombri. Son humeur tournait au vent de ses caprices constamment changeants. « Edgar, et vous, m'avez brisé le cœur, Heathcliff. Et tous deux vous venez vous lamenter auprès de moi, comme si c'était vous qui étiez à plaindre. Je ne vous plaindrai pas, certes non,
Vous m'avez tué, et cela vous a réussi, il me semble. Que vous êtes robuste. Combien d'années comptez-vous vivre encore, après que je serai parti ?» Heathcliff avait mis un genou en terre pour l'embrasser. Il voulut se lever, mais elle le saisit par les cheveux et le maintint. « Je voudrais pouvoir vous retenir, » continua-t-elle avec amertume, « jusqu'à ce que nous soyons morts tous les deux. Que m'importerait ce que vous souffririez ? Vos souffrances me sont indifférentes. Pourquoi ne souffririez-vous pas ? Je souffre bien, moi. M'oublierez-vous ? Serez-vous heureux quand je serai sous terre ? Direz-vous dans 20 ans d'ici ? Voilà la tombe de Catherine Earnshaw. Je l'ai aimée il y a longtemps, et j'ai été bien misérable quand je l'ai perdue. Mais c'est fini. J'en ai aimé bien d'autres depuis. Mes enfants me sont plus chers qu'elles ne m'étaient chères, et quand je mourrai, je ne me réjouirai pas d'aller la retrouver. Je m'affligerai de les quitter. Est-ce là ce que vous direz, Heathcliff ? Ne me torturez pas, pour me rendre aussi insensé que vous-même, s'écria-t-il, en dégageant sa tête et en grinçant des dents. Ces deux êtres, pour un spectateur de sang-froid, formaient un tableau étrange et terrible. Catherine avait vraiment sujet de croire que le ciel serait pour elle un lieu d'exil, si, avec sa dépouille mortelle, elle ne perdait aussi son caractère moral. Son visage blanc reflétait une rancune furieuse. Ses lèvres étaient exsangues et son œil scintillait. Elle gardait dans ses doigts crispés quelques mèches de cheveux qu'elle avait tenues. Quant à son compagnon, en s'aidant d'une main pour se relever, il lui avait, de l'autre, pris le bras. Et la douceur dont il disposait était si peu proportionnée à ce qu'exigeait l'état de Catherine, que quand il la lâcha, je vis 4 marques bleues très distinctes sur sa peau décolorée. « Êtes-vous possédé du démon ?» poursuivait-il avec sauvagerie, « pour me parler ainsi quand vous êtes mourante ? Songez-vous que toutes ces paroles resteront imprimées en lettres de feu dans ma mémoire et me rongeront éternellement quand vous m'aurez quitté. Vous savez que vous mentez quand vous dites que je vous ai tué, et Catherine, vous savez que j'oublierai mon existence avant de vous oublier. Ne suffit-il pas à votre infernal égoïsme que je me torde dans les tourments de l'enfer quand vous reposerez en paix ? Je ne reposerai pas en paix, dit Catherine, rappelée au sentiment de sa faiblesse physique par les sursauts violents et irréguliers de son cœur, qu'on voyait et qu'on entendait battre sous l'influence de son agitation extrême. Elle n'ajouta rien, jusqu'à ce que la crise fût passée. Puis elle poursuivit, plus doucement. « Je ne vous souhaite pas de tortures plus grandes que les miennes, Heathcliff. Je souhaite seulement que nous ne soyons jamais séparés. Si le souvenir de mes paroles devait vous désoler plus tard, pensez que sous terre, je ressentirais la même désolation. Et pour l'amour de moi, pardonnez-moi. Venez ici, et agenouillez-vous encore. Vous ne m'avez jamais fait de mal de votre vie. Allons, si vous me gardez rancune, ce sera un souvenir plus cruel que celui de mes paroles un peu dures. Ne voulez-vous pas revenir près de moi ? Venez. » Heathcliff s'approcha du dossier de son fauteuil et se pencha par-dessus, mais pas assez pour lui laisser voir son visage, qui était livide d'émotion. Elle se retourna pour le regarder. Il ne lui en laissa pas le temps. S'éloignant brusquement, il se dirigea vers la cheminée, devant laquelle il resta debout, silencieux, et nous tournant le dos. Madame Linton le suivait d'un œil soupçonneux. Chacun de ses mouvements éveillait en elle un sentiment nouveau. Après l'avoir longtemps considéré, elle reprit, en s'adressant à moi avec un accent de désappointement indigné. « Oh, vous voyez, Nelly, il ne fléchirait pas un instant pour me préserver de la tombe. Voilà comme je suis aimée. Pah, qu'importe, ce n'est pas là mon Heathcliff. Le mien, je l'aimerai malgré tout et je l'emporterai avec moi. Il est dans mon âme. Et puis, ajouta-t-elle d'un air rêveur, ce qui me fait le plus souffrir, c'est cette prison délabrée, après tout. Je suis lasse d'y être enfermée. Il me tarde de m'échapper dans ce monde glorieux et d'y demeurer toujours.
de ne plus le voir vaguement à travers mes larmes, de ne plus soupirer après lui, derrière les murailles d'un cœur endolori, mais d'être réellement avec lui, et en lui. Nelly, vous croyez que vous êtes mieux portante et plus heureuse que moi, en pleine santé et en pleine vigueur? Vous me plaignez? Bientôt, cela changera. Ce sera moi qui vous plaindrai. Je serai incomparablement au-delà et au-dessus de vous tous. Je suis surprise qu'il ne veuille pas être près de moi. Elle continua, en se parlant à soi-même. Je croyais qu'il le désirait. Heathcliff, cher Heathcliff, ne soyez plus maussade. Venez près de moi. Heathcliff. Dans son ardeur, elle se leva et s'appuya sur le bras du fauteuil. À cet appel pressant, il se tourna vers elle, l'air absolument désespéré. Ses yeux, grands ouverts et humides, lançaient sur elle des éclairs farouches, sa poitrine se soulevait convulsivement. Un instant, ils restèrent à distance, puis ils se rejoignirent. Je vis à peine comment. Mais Catherine fit un bond, il la saisit et la retint dans une étreinte dont je crus que ma maîtresse ne sortirait pas vivante. En fait, elle me parut aussitôt privée de sentiments. Il se jeta sur le siège le plus voisin, mais comme je m'avançais vivement pour voir si elle était évanouie, il poussa un grognement, écuma comme un chien enragé et l'attira à lui, avec une jalousie vorace. J'avais l'impression de n'être plus en compagnie d'une créature de la même espèce que moi. Il avait l'air de ne pas comprendre quand je lui parlais. Aussi me tins-je à l'écart et gardai-je le silence, en proie à une grande perplexité. Un mouvement que fit Catherine me rassura un peu. Elle leva la main pour enlacer le cou de Heathcliff, qui la tenait toujours, et rapprocha sa joue de la sienne. Lui, de son côté, la couvrant de caresses frénétiques, disait avec rage. « Vous m'apprenez maintenant combien vous avez été cruelle et fausse. Pourquoi m'avez-vous méprisée? Pourquoi avez-vous trahi votre cœur, Catherine? Je ne puis vous adresser un mot de consolation. Vous avez mérité votre sort. Vous vous êtes tuée vous-même. Oui, vous pouvez m'embrasser, pleurer, m'arracher des baisers et des pleurs. Ils vous dessécheront. Ils vous damneront. Vous m'aimiez? Quel droit aviez-vous alors de me sacrifier? Quel droit? Répondez-moi, au pauvre caprice que vous avez ressenti pour Linton, alors que ni la misère, ni la dégradation, ni la mort, ni rien de ce que Dieu ou Satan pourrait nous infliger ne nous eût séparés. Vous, de votre plein gré, vous l'avez fait. Je ne vous ai pas brisé le cœur, c'est vous-même qui l'avez brisé. Et en le brisant, vous avez brisé le mien. Et c'est tant pis pour moi si je suis fort. Ai-je besoin de vivre? Quelle existence sera la mienne quand... Oh Dieu! Auriez-vous envie de vivre avec votre âme dans la tombe? Laissez-moi! Laissez-moi! Sanglota Catherine. Si j'ai mal fait, j'en meurs, cela suffit. Vous aussi, vous m'avez abandonnée. Mais je ne vous ferai pas de reproches. Je vous pardonne. Pardonnez-moi. Il est difficile de pardonner, en regardant ses yeux, en touchant ses mains décharnées. Embrassez-moi encore, et ne me laissez pas voir vos yeux. Je vous pardonne ce que vous m'avez fait. J'aime mon meurtrier, mais le vôtre, comment le pourrais-je? Ils se turent. Leurs visages s'appuyaient l'un contre l'autre et baignaient de leurs larmes confondues. Du moins, je suppose que tous deux pleuraient, car il me semblait que Heathcliff était capable de pleurer dans une grande occasion comme celle-là. Cependant, je commençais à me sentir fort mal à l'aise. L'après-midi s'avançait rapidement, l'homme que j'avais envoyé au village était revenu de sa course, et je pouvais distinguer, sous l'éclat du soleil qui s'abaissait dans la vallée, le gros de la foule qui sortait du porche de la chapelle de Gimmerton. « Le service est fini, annonçai-je. Mon maître sera ici, dans une demi-heure. Heathcliff poussa un juron et serra plus étroitement Catherine qui ne bougea pas. Bientôt, j'aperçus un groupe de domestiques passant sur la route et se dirigeant vers l'aile où était la cuisine. M. Linton n'était pas loin derrière.
Il ouvrit la barrière lui-même et approcha lentement, s'attardant sans doute à jouir de cette délicieuse fin de journée et de la brise aussi douce qu'une brise d'été. « Le voilà !» m'écriai-je. « Pour l'amour du ciel, partez vite !» « Vous ne rencontrerez personne dans le grand escalier. Hâtez-vous et restez cachés dans les arbres jusqu'à ce qu'il soit bien sûrement rentré. »« Il faut que je parte, Cathy, » dit Heathcliff, en cherchant à se dégager des bras de ma maîtresse. « Mais si je vis, je vous reverrai avant que vous soyez endormis. Je ne m'éloignerai pas de votre fenêtre de plus de 5 mètres. »« Il ne faut pas que vous partiez, » répondit-elle, en le retenant aussi fermement que ses forces lui permettaient. « Vous ne partirez pas, vous dis-je. »« Pour 1 heure, » implora-t-il instamment. « Pas pour 1 minute. »« Il le faut. Linton va être en haut dans le moment, » insista l'intrus alarmé. Il voulait se lever et se libérer des doigts qui s'accrochaient à lui. Elle tenait bon, haletante. Une folle résolution était peinte sur son visage. « Non !» cria-t-elle. « Oh, ne partez pas, ne partez pas. C'est la dernière fois. Edgar ne nous fera rien. Heathcliff, je mourrai, je mourrai. » « Le diable emporte l'imbécile. Le voilà !» s'écria Heathcliff en retombant sur son siège. « Chut, chut. Catherine, je resterai. S'il me tuait maintenant, j'expirerais avec une bénédiction sur les lèvres. » Ils étaient de nouveau embrassés. J'entendais mon maître qui montait l'escalier. Une sueur froide coulait de mon front. J'étais frappé de terreur. « Allez-vous écouter ces divagations ?» demandai-je avec emportement. « Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Serez-vous cause de sa perte parce qu'elle n'a pas la présence d'esprit de se sauver elle-même ? Levez-vous. Vous pouvez recouvrer votre liberté sur-le-champ. Vous n'avez jamais rien fait d'aussi diabolique. Nous sommes tous perdus, maître, maîtresse et servante. » Je me tordais les mains. Je vociférais. M. Linton hâta le pas en entendant le bruit. Au milieu de mon trouble, j'eus une vraie joie de voir que les bras de Catherine s'étaient relâchés et que sa tête pendait sur son épaule. Elle est évanouie. Oh, morte, pensai-je. Tant mieux. Mieux vaut pour elle la mort que de languir comme un fardeau et une source de misère pour ceux qui l'entourent. Edgar bondit vers son hôte inattendu, blême d'étonnement et de rage. Quelle était son intention ? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, l'autre arrêta aussitôt toute démonstration de sa part en plaçant dans ses bras la forme en apparence inanimée de sa femme. « Regardez, dit-il. Si vous n'êtes pas un démon, soignez-la d'abord. Vous me parlerez après. » Il passa dans le petit salon et s'assit. M. Linton m'appela. Avec beaucoup de difficulté, et après avoir eu recours aux moyens les plus variés, nous parvînmes à la faire revenir à elle. Mais elle était tout égarée. Elle soupirait, gémissait, et ne reconnaissait personne. Edgar, dans son anxiété pour elle, oublia l'odieux ami de sa femme. Moi, je ne l'oubliais pas. À la première occasion, j'allais le supplier de partir, lui affirmant que Catherine était mieux, et que je lui ferais savoir dans la matinée comment elle avait passé la nuit. « Je ne refuse pas de sortir de la maison, » répondit-il, « mais je resterai dans le jardin. Et ayez soin, Nelly, de tenir votre promesse demain. Je serai sous ces mélèzes. N'oubliez pas, où je renouvellerai ma visite, que Linton soit là ou non. » Il lança un coup d'œil par la porte entr'ouverte de la chambre, et s'étant assuré que mes dires semblaient exacts, il délivra la maison de sa funeste présence. Chapitre 16. Cette nuit-là, vers minuit, naquit la Catherine que vous avez vue à Hurlevent. Enfant chétive, venue à 7 mois. 2 heures après, la mère mourut, sans jamais avoir repris suffisamment connaissance pour s'apercevoir de l'absence de Heathcliff, ou de la présence d'Edgar. Le désespoir de ce dernier est un sujet trop pénible pour que j'y insiste. Ses effets ultérieurs montrèrent combien ce coup l'avait atteint profondément. Sa douleur s'accrut encore, selon moi, du fait qu'il restait sans héritier. Je m'en affligeais quand je regardais la faible orpheline.
et je reprochais en moi-même au vieux Linton, ce qui n'était pourtant que l'effet d'une partialité bien naturelle, d'avoir en pareille occurrence assuré ses biens à sa fille, et non à la fille de son fils. Elle fut bien mal reçue, la pauvre petite. Elle aurait pu crier jusqu'à en perdre la vie sans que personne s'en souciât, pendant ses premières heures après sa venue au monde. Nous rachetâmes cette négligence par la suite, mais les débuts de son existence furent aussi privés d'affection qu'en sera probablement la fin. Le matin suivant, clair et gai au dehors, le jour se glissa, tamisé à travers les jalousies de la chambre silencieuse, parant la couche et celle qui l'occupait d'une lumière adoucie et délicate. Edgar Linton avait la tête appuyée sur l'oreiller et les yeux fermés. Les jeunes et belles lignes de son visage offraient l'aspect de la mort presque autant que celle de la forme étendue près de lui, et elles étaient presque aussi rigides. Mais son immobilité était celle de l'angoisse épuisée. L'immobilité de Catherine était celle de la paix parfaite. Le front uni, les paupières closes, les lèvres sur lesquelles semblait voltiger un sourire. Un ange céleste n'aurait pu être plus beau qu'elle. Je subissais l'influence du calme infini où elle reposait. Jamais je n'avais été dans une disposition d'esprit plus sainte qu'en ce moment, devant cette paisible image de la paix divine. Je répétais instinctivement les mots qu'elle avait prononcés quelques heures plus tôt. Incomparablement au-delà et au-dessus de nous tous, qu'elle soit encore sur la terre ou déjà au ciel, son âme habite maintenant en Dieu. Je ne sais si c'est une disposition qui m'est particulière, mais il est rare que je ne me sente pas presque heureuse quand je veille dans une chambre mortuaire. Pourvu qu'il n'y ait pour partager ce devoir avec moi personne qui gémisse ou se désespère. J'y vois un repos que ni la terre ni l'enfer ne peuvent troubler. J'y trouve l'assurance d'un au-delà sans bornes et sans ombre, l'éternité enfin conquise, où la vie est illimitée dans sa durée, l'amour dans son désintéressement, la joie dans sa plénitude. Je remarquai à cette occasion combien il y a d'égoïsme même dans un amour comme celui de M. Linton, qui s'affligeait si vivement de la délivrance bénie de Catherine. Sans doute pouvait-on douter, après l'existence agitée et impatiente qu'elle avait menée, qu'elle eût mérité de trouver enfin le havre de la paix. On en pouvait douter dans les moments de froide réflexion, mais non pas alors, en présence de son cadavre, qui proclamait sa propre tranquillité et semblait ainsi donner l'assurance que l'âme qui avait habité là jouissait de la même quiétude. Croyez-vous que des personnes comme elle soient heureuses dans l'autre monde, monsieur ? Je donnerais beaucoup pour le savoir. J'éludai là la réponse à la question de madame Dean, qui me parut quelque peu hétérodoxe. Elle reprit. Si nous repassons l'existence de Catherine Linton, je crains que nous ne soyons fondés à le croire, mais nous la laisserons avec son Créateur. Le maître paraissant endormi, je me hasardai, peu après le lever du soleil, à quitter la chambre et à me glisser dehors, à l'air pur et rafraîchissant. Les domestiques pensèrent que j'allais secouer l'engourdissement de ma veille prolongée. En réalité, mon principal motif était de voir M. Heathcliff. S'il était resté sous les mélèzes toute la nuit, il n'avait rien entendu du remue-ménage à la grange, à moins que, peut-être, il n'eût perçu le galop du messager envoyé à Gimmerton. S'il s'était rapproché, il devait probablement avoir compris, aux lumières passant rapidement çà et là, au bruit des portes ouvertes et refermées, que tout n'était pas dans l'ordre à l'intérieur. Je souhaitais, et pourtant je redoutais de le rencontrer. Je sentais qu'il fallait que la terrible nouvelle lui fût annoncée, et j'avais hâte d'en avoir fini. Mais comment m'y prendre ? Voilà ce que je ne savais pas. Il était là, ou plutôt à quelques mètres plus loin dans le parc, appuyé contre un vieux frêne, nu-tête, les cheveux trempés par la rosée qui s'était amassée sur les branches bourgeonnantes et qui tombait en gouttelettes autour de lui. Il avait dû rester longtemps dans cette position, car je remarquai un couple de merles qui passait et repassait à 3 pieds de lui à peine.
occupés à construire leur nid, sans lui prêter plus d'attention qu'à une pièce de bois. Ils s'enfuirent à mon approche. Il leva les yeux et parla. « Elle est morte. Je ne vous ai pas attendu pour le savoir. Enlevez ce mouchoir. Ne pleurnichez pas devant moi. Le diable vous emporte tous. Elle n'a pas besoin de vos larmes. » Je pleurais sur lui autant que sur elle. Nous éprouvons parfois de la pitié pour des êtres qui ne connaissent ce sentiment ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Dès que j'avais regardé son visage, j'avais vu qu'il n'ignorait pas la catastrophe. Comme ses lèvres remuaient et que ses yeux étaient abaissés vers le sol, l'idée folle m'était venue que son cœur était subjugué et qu'il priait. « Oui, elle est morte, » répondis-je, en réprimant mes sanglots et en essuyant mes larmes. « Elle est allée, je l'espère, au ciel, où nous pourrons tous la rejoindre si nous sommes attentifs à quitter les mauvaises voies pour suivre les bonnes. » « Y a-t-elle donc été attentive, elle ?» demanda Heathcliff, en s'efforçant de ricaner. « Est-elle morte comme une sainte ? Allons, faites-moi un fidèle rapport de l'événement. Comment ?» Il essaya de prononcer le nom, mais ne put y arriver. Les lèvres serrées, il luttait en silence contre l'angoisse qui l'étreignait et défiait en même temps ma sympathie d'un regard fixe et féroce. « Comment est-elle morte ?» reprit-il enfin, contraint, en dépit de son stoïcisme, de chercher un appui derrière lui. Car après cet effort, il tremblait, malgré lui, jusqu'au bout des doigts. « Pauvre malheureux, pensai-je, tu as un cœur et des nerfs tout comme les autres, tout comme les hommes, tes frères. Pourquoi vouloir les cacher ? Ton orgueil ne peut aveugler Dieu. Tu l'incites à les torturer jusqu'à ce qu'il t'arrache un cri d'humilité. Aussi doucement qu'un agneau, répondis-je tout haut. Elle a poussé un soupir. Elle s'est étirée comme un enfant qui reprend connaissance, puis qui retombe en s'endormant. 5 minutes après, j'ai senti un petit battement de son cœur, puis plus rien. Et a-t-elle prononcé mon nom ? Demanda-t-il avec hésitation, comme s'il craignait que la réponse à cette question n'amenât des détails qu'il n'aurait pas la force d'entendre. Elle n'a pas une seule fois recouvré ses sens. Elle n'a reconnu personne depuis le moment que vous l'avez quittée. Elle repose, avec un doux sourire sur les lèvres, et ses dernières pensées ont été un retour vers les jours heureux de jadis. Sa vie a pris fin dans un rêve paisible. Puisse son réveil dans l'autre monde être aussi agréable. Puisse-t-elle se réveiller dans les tourments, cria-t-il, avec une véhémence terrible, frappant du pied et gémissant, en proie à une crise soudaine d'insurmontable passion. Elle aura donc menti jusqu'au bout. Où est-elle ? Pas là, pas au ciel, pas anéantie. Où ? Oh, tu disais que tu n'avais pas souci de mes souffrances, et moi je fais une prière. Je la répète jusqu'à ce que ma langue s'engourdisse. Catherine Earnshaw, puisses-tu ne pas trouver le repos tant que je vivrai ? Tu dis que je t'ai tué ? Hante-moi alors. Les victimes hantent leurs meurtriers, je crois. Je sais que des fantômes ont erré sur la terre. Sois toujours avec moi. Prends n'importe quelle forme. Rends-moi fou. Mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. Oh Dieu, c'est indicible. Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme. Il frappa de la tête contre le tronc noueux, puis, levant les yeux, se mit à hurler, non comme un homme, mais comme une bête sauvage frappée à mort de coups de couteau et d'épieux. J'aperçus plusieurs taches de sang sur l'écorce, sa main et son front en étaient maculés. La scène dont j'étais témoin n'était sans doute que la répétition de scènes analogues qui avaient eu lieu pendant la nuit. Je ne puis dire que ma compassion en fût excitée. J'en fus plutôt épouvantée. Pourtant, j'hésitais à le quitter ainsi.
Mais à l'instant qu'il se ressaisit assez pour s'apercevoir que je l'observais, il m'ordonna d'une voix tonnante de partir. Et j'obéis. Il n'était pas en mon pouvoir de le calmer, ni de le consoler. Les obsèques de madame Linton avaient été fixées au vendredi qui suivit sa mort. Jusqu'à ce moment, son cercueil, parsemé de fleurs et de feuilles odoriférantes, resta ouvert dans le grand salon. Linton passait là les jours et les nuits, veilleur qui ne cédait jamais au sommeil. Et, circonstance ignorée de tous, sauf de moi, Heathcliff passa dehors les nuits, au moins, sans s'accorder non plus le moindre repos. Je n'eus pas de communication avec lui, mais je sentais qu'il avait dessein d'entrer, s'il pouvait. Le mardi, un peu après la tombée de la nuit, comme mon maître, accablé de fatigue, avait dû se retirer pour une couple d'heures, j'entrai, et j'ouvris une des fenêtres. Touché de sa constance, je voulais lui donner une chance d'offrir à l'image flétrie de son idole un dernier adieu. Il ne manqua pas de profiter de l'occasion, avec prudence et rapidité, assez prudemment pour ne pas révéler sa présence par le moindre bruit. Je n'aurais même jamais découvert qu'il était entré, si je n'eusse remarqué la draperie dérangée autour du visage de la morte, et si je n'eusse aperçu, sur le parquet, une boucle de cheveux blonds, attachée à un fil d'argent. À l'examen, je reconnus qu'elle venait d'un médaillon que Catherine portait au cou. Heathcliff avait ouvert le médaillon, jetait ce qu'il contenait, et avait mis à la place une boucle noire de ses cheveux à lui. J'enroulai les deux boucles et les renfermai ensemble. M. Earnshaw fut naturellement invité à accompagner à leur dernière demeure les restes de sa sœur. Il ne s'excusa pas et ne parut pas. De sorte que, en dehors du mari, le cortège se composait uniquement de fermiers et de domestiques. Isabelle n'avait pas été invitée. À la surprise des gens du village, Catherine ne fut inhumée ni dans la chapelle, sous le monument sculpté des Linton, ni en dehors, près des tombeaux de sa famille. Sa fosse fut creusée sur un tertre verdoyant, dans un coin du cimetière, à un endroit où le mur est si bas que la bruyère et les rêles de la lande ont fini par passer par-dessus, et qu'il est presque enfoui sous une couche de terre tourbeuse. Son mari repose maintenant au même endroit. Chacun d'eux n'a, pour indiquer la place de sa tombe, au-dessus de sa tête, qu'une simple pierre dressée, à ses pieds, qu'un bloc gris, tout uni. Chapitre 17. Ce vendredi-là marqua pour un mois le dernier des beaux jours. Dans la soirée, le temps se gâta. Le vent passa du sud au nord-est, amenant d'abord la pluie, puis le grésil et la neige. Le lendemain, on avait peine à croire qu'il y avait eu 3 semaines de printemps. Les primes verts et les crocus étaient cachés sous la neige, les alouettes se taisaient, les jeunes pousses des arbres précoces étaient flétries et noircies. La journée se traîna, lugubre, glaciale, sinistre. Mon maître ne sortait pas de sa chambre. Je pris possession du petit salon solitaire et le convertis en chambre d'enfant. Je restai là, avec cette petite poupée gémissante sur les genoux. Je la berçais, tout en regardant s'accumuler devant la fenêtre sans rideau les flocons qui tombaient toujours, quand la porte s'ouvrit et quelqu'un entra, hors d'haleine et riant. Pendant une minute, ma colère fut plus grande que ma surprise. Je pensais que c'était une des bonnes et je m'écriai. « Finissez! Comment osez-vous vous montrer aussi écervelé? Que dirait M. Linton s'il vous entendait? »« Pardon ?» répondit une voix que je connaissais bien. « Mais je sais qu'Edgar est au lit, et je ne peux pas m'arrêter. » Et mon interlocutrice s'approcha du feu, haletante, la main sur le côté. « J'ai couru tout le long du chemin depuis les hauts, reprit-elle après une pause, excepté quand j'ai volé. Je ne pourrais pas compter le nombre de chutes que j'ai faites. Oh, j'ai mal partout. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout dès que j'en serai capable. Ayez seulement la bonté d'aller commander la voiture pour me conduire à Gimmerton et de dire à une des bonnes de prendre quelques vêtements dans ma garde-robe. » L'intruse était madame Heathcliff. Elle était dans un état qui ne semblait certes pas prêter au rire. Ses cheveux flottaient, épars, sur ses épaules, dégouttant de neige et d'eau.
Elle portait son costume ordinaire de jeune fille, qui convenait mieux à son âge qu'à sa position. Une robe ouverte avec des manches courtes, la tête et le cou nus. La robe était de soie légère et collée à son corps par l'humidité. Ses pieds n'étaient protégés que par de minces souliers d'intérieur. Ajoutez à cela une forte entaille sous une oreille, que le froid seul empêchait de saigner abondamment, un visage blanc, couvert d'égratignures et de meurtrissures, un corps à peine capable de se soutenir, tant il était rompu par la fatigue. Et vous pourrez comprendre que ma première frayeur ne s'apaisa pas beaucoup quand j'eus le loisir de l'examiner. « Ma chère jeune dame, lui déclarai-je, je ne bougerai pas, et je n'écouterai rien, que vous n'ayez enlevé tout ce que vous avez sur le dos pour mettre des vêtements secs. Et comme il ne faut assurément pas que vous alliez à Gimmerton ce soir, il est inutile de commander la voiture. »« Il le faut, assurément, répliqua-t-elle, à pied ou en voiture. Mais je ne fais pas d'objection à m'habiller convenablement. Et... Ah, voyez comment cela me coule dans le cou maintenant. Le voisinage du feu m'y produit une sensation de brûlure. » Elle insista pour que j'exécutasse ses instructions avant de me permettre de la toucher. Ce ne fut que quand le cocher eut reçu l'ordre de se préparer et que la femme de chambre fut allée faire un paquet des quelques effets dont elle avait besoin, qu'elle me laissa panser sa blessure et l'aider à changer de vêtements. « Maintenant, Hélène, dit-elle, quand elle eut fini et qu'elle fut installée dans un fauteuil près du feu, une tasse de thé devant elle. Asseyez-vous en face de moi et éloignez le pauvre bébé de Catherine. Je n'aime pas à le voir. Ne croyez pas, parce que vous m'avez vue entrer comme une folle, que je ne pense pas à Catherine. J'ai versé, moi aussi, des larmes amères. Oui, nul n'a eu plus que moi sujet d'en verser. Nous nous sommes séparés sans être réconciliés. Vous vous le rappelez ? Et je ne me le pardonnerai jamais. Mais néanmoins, je n'allais pas sympathiser avec lui, la bête brute. Oh ! Donnez-moi le tisonnier. Voici la dernière chose qui me vienne de lui, que j'ai sur moi. Elle retira de son doigt son anneau d'or et le jeta sur le parquet. « Je veux l'écraser !» continua-t-elle, en frappant dessus avec une rage enfantine. « Et je veux le brûler !» Elle prit l'objet hors d'usage et le lança au milieu des charbons. « Là, il n'aura qu'à en acheter une autre s'il me retrouve. Il serait capable de venir me chercher ici, pour exaspérer Edgar. Je n'ose pas rester, de peur que cette idée ne se loge dans sa cervelle dépravée. Et puis, Edgar n'a pas été bon pour moi, n'est-ce pas? Je ne veux pas venir implorer son assistance, et je ne veux pas non plus lui causer de nouveaux ennuis. La nécessité m'a forcée de chercher un abri ici. Encore, si je n'eusse été certaine de ne pas le rencontrer, me fussé-je arrêtée à la cuisine. Je m'y serais lavé la figure, m'y serais chauffée, vous aurez fait dire de m'apporter ce qu'il me fallait, je serais repartie pour aller n'importe où, hors d'atteinte de mon maudit, de ce démon incarné. Ah, il était dans une telle fureur, s'il m'avait attrapée. C'est bien dommage qu'Ancho ne soit pas son égal en force. Je ne me serais pas sauvée avant de l'avoir vu à peu près assommé, si Hindley eût été de taille à me donner ce spectacle. Voyons, ne parlez pas si vite, miss, interrompis-je. Vous allez déranger le mouchoir dont je vous ai entouré la figure, et votre entaille va recommencer à saigner. Buvez votre thé, reprenez haleine et cessez de rire. Le rire est tristement déplacé sous ce toit, et dans votre état. Vérité incontestable. Écoutez cet enfant. Il crie, sans s'arrêter. Renvoyez-le pour 1 heure, afin que je ne l'entende pas. Je ne resterai pas plus longtemps. Je sonnai et remis le bébé à une servante. Puis je m'informai du motif qui l'avait poussée à s'échapper de Hurlevent, dans un si pitoyable état, et de l'endroit où elle avait l'intention d'aller, puisqu'elle refusait de rester avec nous. Je devrais et je voudrais rester, répondit-elle, pour réconforter Edgar et prendre soin du bébé, d'abord, et ensuite parce que la grange est mon vrai foyer. Mais je vous dis qu'il ne me le permettrait pas. Croyez-vous qu'il supporterait de me voir engraisser, devenir gai, qu'il supporterait la pensée que nous sommes tranquilles ici,
sans vouloir empoisonner notre quiétude. J'ai maintenant la satisfaction d'être sûre qu'il me déteste, au point de souffrir sérieusement de me voir ou de m'entendre. Je remarque, quand je parais en sa présence, que les muscles de sa face se contractent involontairement et prennent une expression de haine. Haine qui vient en partie de ce qu'il connaît, les bonnes raisons que j'ai d'éprouver pour lui ce même sentiment, et en partie d'une aversion originelle. Cette aversion est assez forte pour me donner la quasi-certitude qu'il ne me pourchassera pas à travers l'Angleterre si je parviens à m'échapper. Il faut, par conséquent, que je m'éloigne tout à fait. Je suis revenu de mon désir primitif d'être tué par lui. J'aimerais mieux qu'il se tue à lui-même. Il a complètement éteint mon amour. Je suis donc à mon aise. Je puis pourtant encore me rappeler combien je l'ai aimé. Je puis même vaguement imaginer que je pourrais continuer à l'aimer si... Non, non. Même s'il m'eût chéri, sa nature diabolique se serait révélée d'une façon ou d'une autre. Il fallait que Catherine eût le goût terriblement pervers pour lui être si tendrement attachée. Elle, qui le connaissait si bien. Monstre, s'il pouvait être effacé de la création et de mon souvenir. Chut, chut. C'est un être humain. Soyez plus charitable. Il y a des hommes encore pires que lui. Ce n'est pas un être humain, et il n'a aucun droit à ma charité. Je lui ai donné mon cœur, il l'a pris, l'a broyé, et me l'a rejeté, mort. C'est avec le cœur qu'on sent, Hélène. Puisqu'il a détruit le mien, je n'ai plus le pouvoir de rien ressentir pour lui. Et je ne le voudrais pas, quand il gémirait jusqu'à son dernier souffle et verserait des larmes de sang sur Catherine. Non, non, je ne le voudrais pas. Ici, Isabelle se mit à pleurer. Mais refoulant aussitôt ses larmes, elle poursuivit. Vous me demandiez ce qui m'avait enfin déterminé à fuir. J'y ai été obligée, parce que j'avais réussi à pousser sa rage à un degré qui n'avait pas atteint sa malice. Il faut plus de sang-froid pour arracher les nerfs avec des pinces chauffées au rouge que pour assommer. Il était excité, au point d'oublier la prudence de démon dont il se vantait, et il s'est laissé entraîner à une violence meurtrière. J'ai eu le plaisir d'arriver à l'exaspérer. Le sentiment du plaisir a éveillé en moi l'instinct de conservation. Et j'ai réussi à m'échapper. Si jamais je retombe dans ses mains, avec quelle joie il tirera de moi une vengeance éclatante. Hier, comme vous savez, M. Earnshaw aurait dû assister à l'enterrement. Dans cette intention, il avait observé une sobriété relative. Il n'avait pas été se mettre au lit fou furieux à 6 heures du matin pour en sortir encore ivre à midi. Mais il en résulta qu'en se levant, il était très abattu, avec des idées de suicide, aussi disposé à aller à l'église qu'à aller au bal. Et au lieu de s'y rendre, il s'assit près du feu et avala de grands verres de gin ou de brandy. Heathcliff, je frissonne en prononçant son nom, avait à peine paru dans la salle depuis dimanche dernier jusqu'à aujourd'hui. Sont-ce les anges, ou ses parents des régions infernales qui l'ont nourri? Je ne sais. Mais il n'a pas pris un repas avec nous depuis bientôt une semaine. Il ne revenait qu'à l'aube, montait à sa chambre et s'y enfermait, comme si personne n'avait envie de rechercher sa compagnie. Il restait là, à prier comme un méthodiste. Seulement, la divinité qu'il implorait n'était que poussière et cendre inanimée, et quand il s'adressait à Dieu, il le confondait étrangement avec le démon. Après avoir achevé ses édifiantes oraisons, et elles duraient en général jusqu'à ce qu'il fût complètement enroué et que sa voix s'étranglât dans son gosier, il repartait, toujours droit vers la grange. Je suis surprise qu'Edgar n'ait pas envoyé chercher un agent de police pour le faire arrêter. Quant à moi, quelque chagrin que j'eusse de la mort de Catherine, je ne pouvais m'empêcher de considérer comme une fête ces heures où j'étais délivrée d'une oppression dégradante. Je repris assez de courage pour écouter sans pleurer les éternelles homélies de Joseph, pour aller et venir dans la maison d'un pas moins furtif que celui d'un voleur effrayé. Croiriez-vous que j'avais pris l'habitude de pleurer à tout ce que disait Joseph? Mais Ayrton et lui sont vraiment de détestables compagnons.
J'aimerais mieux rester avec Inlay et subir ses horribles propos qu'avec le petit maître et son fidèle défenseur, cet odieux vieillard. Quand Heathcliff est là, je suis souvent obligée de me réfugier à la cuisine, dans leur société, ou de grelotter dans les chambres inhabitées pleines d'humidité. Quand il n'y est pas, comme c'était le cas cette semaine, j'installe une table et une chaise au coin du feu, dans la salle, et je ne m'occupe pas de la manière dont M. Earnshaw emploie son temps. Pas plus d'ailleurs qu'il ne se mêle de ce que je fais. Il est plus calme maintenant que naguère, quand on ne le provoque pas, plus sombre, plus abattu, et moins furieux. Joseph affirme que c'est un homme changé, que le Seigneur a touché son cœur et qu'il est sauvé, comme par le feu. Je n'ai pas encore pu découvrir les signes de ce changement favorable, mais ce n'est pas mon affaire. Hier soir, je suis restée assise dans mon coin, à lire quelques vieux livres jusque vers minuit. Il me paraissait tellement sinistre de remonter dans ma chambre avec cette neige furieuse qui tourbillonnait dehors, et mes pensées qui retournaient toujours au cimetière et à la tombe fraîchement creusée. J'osais à peine lever les yeux de la page placée devant moi, tant cette triste image en prenait vite la place. Inlay était assis en face de moi, la tête appuyée sur sa main, peut-être méditait-il sur le même sujet. Il avait cessé de boire avant d'avoir perdu la raison, et n'avait ni bougé ni parlé depuis 2 ou 3 heures. On n'entendait dans la maison rien d'autre que les hurlements du vent, qui secouait les fenêtres de temps en temps, le faible crépitement des charbons, et le bruit sec de mes mouchettes, quand il arrivait de raccourcir la mèche de la chandelle. Ayrton et Joseph étaient dans leur lit, profondément endormis, sans doute. C'était triste, très triste. Tout en lisant, je soupirais, car il semblait que toute joie eût disparu du monde, pour n'y jamais revenir. Ce pénible silence fut enfin rompu par le bruit du loquet de la cuisine. Heathcliff était revenu de sa veillée, plus tôt que d'habitude, à cause de la tempête soudaine, je suppose. La porte était verrouillée, et nous l'entendîmes faire le tour pour entrer par une autre. Je me levai, et l'expression de mes sentiments me vint aux lèvres, malgré moi. Inlay, qui tenait les yeux fixés sur la porte, se retourna et me regarda. « Je vais le laisser dehors. 5 minutes, s'écria-t-il. Vous n'y voyez pas d'objection ? Non. Vous pouvez même le laisser dehors toute la nuit, répondis-je. N'hésitez pas. Mettez la clé dans la serrure et tirez les verrous. Earnshaw obéit avant que son hôte eût atteint le devant de la maison. Puis il avança sa chaise de l'autre côté de ma table et se pencha, cherchant dans mes yeux de la sympathie pour la haine brûlante qui jaillissait des siens. Comme il avait l'aspect et les sentiments d'un assassin, ce n'est pas exactement ce qu'il y trouva. Mais ce qu'il y découvrit suffit pour l'encourager à parler. « Vous et moi, dit-il, avons l'un et l'autre un grand compte à régler avec cet homme. Si nous n'étions lâches ni l'un ni l'autre, nous pourrions nous unir pour en finir. Êtes-vous aussi faible que votre frère? Endurerez-vous tout jusqu'au bout, sans jamais essayer de le lui faire payer? Je suis lasse maintenant d'endurer, répondis-je, et je serais heureuse de trouver une vengeance qui ne retombât pas sur moi-même. Mais la traîtrise et la violence sont des lances à 2 pointes. Elles blessent ceux qui y ont recours plus grièvement que leurs ennemis. La traîtrise et la violence sont la juste récompense de la traîtrise et de la violence, s'écria Inlay. Madame Heathcliff, je ne vous demande que de rester immobile et muette. En êtes-vous capable, dites. Je suis sûre que vous auriez autant de plaisir que moi à assister à la fin de l'existence de ce démon. C'est la mort qui vous attend, si vous ne prenez pas les devants, et pour moi, c'est la ruine. Le diable emporte cet infernal coquin. Il frappe à la porte comme s'il était déjà le maître ici. Promettez-moi de vous taire, et avant que l'horloge sonne, il est 1h moins 3 minutes, vous serez délivré. Il tira de sa poitrine l'arme que je vous ai décrite dans ma lettre, et essaya d'éteindre la chandelle. Je parvins à la lui arracher, et lui saisis le bras.
Je ne me tairai pas. Vous ne le toucherez pas. Laissez la porte fermée et restez tranquille. Non, ma résolution est prise, et pardieu, je l'exécuterai, cria ce forcené. Je vous rendrai service malgré vous, et justice sera faite à Ayrton. Il est inutile de vous mettre martel en tête pour me tirer d'affaire ensuite. Catherine n'est plus là. Pas un être vivant ne me regretterait, ni ne rougirait de moi si je me coupais la gorge en ce moment. Il est temps de faire une fin. Autant eût valu lutter avec un ours ou raisonner avec un fou. La seule ressource qui me resta était de courir à la fenêtre et d'avertir la victime désignée du sort qui l'attendait. « Vous feriez mieux de chercher refuge ailleurs cette nuit, m'écriai-je d'un ton plutôt triomphant. Monsieur Earnshaw est décidé à vous brûler la cervelle si vous persistez à essayer d'entrer. Vous feriez mieux d'ouvrir la porte, espèce de... répondit-il, en m'appliquant une épithète élégante que je préfère ne pas répéter. Je ne me mêlerai de rien, répliquai-je à mon tour. Entrez, et faites-vous tuer si cela vous convient. J'ai fait mon devoir. Là-dessus, je fermai la fenêtre et repris ma place au coin du feu. J'avais trop peu d'hypocrisie à ma disposition pour feindre d'être inquiète du danger qui le menaçait. Earnshaw m'accabla de jurons, affirmant que j'aimais encore le scélérat, et me prodiguant toutes sortes d'insultes pour ma couardise. Quant à moi, dans le secret de mon cœur, et ma conscience ne me l'a jamais reproché, je pensais que ce serait pour lui une vraie bénédiction si Heathcliff le délivrait de sa misère, et que ce n'en serait pas moins, et que ce n'en serait pas une moindre pour moi-même, s'il envoyait Heathcliff dans la demeure qui lui convient. Comme j'étais plongé dans ces réflexions, un coup que lança ce dernier dans la croisée derrière moi la fit tomber avec fracas, et dans l'encadrement apparut son visage sombre, d'où jaillit un éclair sinistre. Les montants étaient trop rapprochés pour permettre à ses épaules de suivre, et je souris, exultant de me croire en sûreté. Ses cheveux et ses vêtements étaient blancs de neige, et ses dents aiguës de cannibale, qui se montraient sous l'effet du froid et de la rage, brillaient dans l'obscurité. « Isabelle, laissez-moi entrer, ou je vous en ferai repentir, » grogna-t-il. « Comme dit Joseph. » Je ne puis pas commettre un meurtre, répondis-je. Monsieur Hindley est en sentinelle, avec un couteau et un pistolet chargé. Faites-moi entrer par la porte de la cuisine. Hindley y sera avant moi, répliquai-je. Quel pauvre amour est le vôtre, qui ne put supporter une averse de neige. Vous nous avez laissés en paix dans nos lits aussi longtemps qu'a brillé une lune d'été. Mais au premier retour offensif de l'hiver, il faut que vous couriez vous mettre à l'abri. Heathcliff, à votre place, j'irais m'étendre sur sa tombe et y mourir comme un chien fidèle. Le monde, assurément, ne vaut plus pour vous la peine d'y vivre, je pense. Vous m'aviez pénétré de la conviction bien nette que Catherine était toute la joie de votre existence. Je ne peux pas croire que vous songiez à survivre à sa perte. « Il est là, n'est-ce pas ?» s'écria Hindley, en se précipitant vers l'ouverture. « Si j'arrive à passer le bras dehors, je peux l'atteindre. » Je crains, Hélène, que vous ne me considériez comme foncièrement mauvaise. Mais vous ne savez pas tout. Aussi, ne vous hâtez pas de juger. Je n'aurais pour rien au monde aidé ou encouragé un attentat, même sur lui. Mais il m'était impossible de ne pas souhaiter qu'il fût mort. Aussi fus-je terriblement désappointé et épouvanté à la pensée des conséquences de mes railleries quand il se jeta sur l'arme d'Earnshaw et la lui arracha des mains. Le coup partit, et le couteau, projeté en arrière, s'enfonça dans le poignet de son possesseur. Heathcliff l'en retira brutalement, en déchirant les chairs, et le jeta tout sanglant dans sa poche. Puis il prit une pierre, abattit le montant qui séparait deux fenêtres, et sauta dans la pièce. Son adversaire était tombé sans connaissance, sous l'effet de la violente douleur et du flot de sang qui jaillissait d'une artère ou d'une grosse veine. Le misérable le frappa à coups de pied, lui heurta la tête à plusieurs reprises sur les dalles, en me retenant d'une main pendant ce temps-là pour m'empêcher d'aller appeler Joseph.
Il fit preuve d'un empire surhumain sur soi-même, en s'abstenant de l'achever complètement. Enfin, à bout de souffle, il s'arrêta et tira le corps en apparence inanimé jusque sur le banc. Il déchira alors la manche de la veste d'Ancho et pansa la blessure avec une rudesse brutale, crachant et jurant pendant l'opération avec autant d'énergie qu'il en avait mise auparavant à le piétiner. Redevenu libre, je ne perdis pas de temps pour aller chercher le vieux serviteur qui, ayant fini par comprendre le sens de mon récit précipité, accourut en bas, haletant, en descendant les marches 4 à 4. « Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant ?»« Il y a ceci à faire !» tonna Heathcliff. « Votre maître est fou, et s'il vit encore dans un mois, il sera enfermé dans une maison de santé. Comment diable avez-vous tout verrouillé quand j'étais dehors, vieux chien édenté ? Ne restez pas là, à grommeler et à marmotter. Allons, ce n'est pas moi qui vais le soigner. Nettoyez-moi toute cette saleté, et faites attention à lui avec votre chandelle. C'est plus qu'à moitié du brandy. » « Pour l'or, donc vous avez commis un meurtre sur lui ?» s'écria Joseph, levant les mains et les yeux dans un geste d'horreur. « Si j'en jamais rien vu de pareil, puisse le Seigneur !» Heathcliff lui envoya une bourrade qui le fit tomber à genoux dans le sang, et lui lança une serviette. Mais au lieu de se mettre à essuyer, il joignit les mains et commença une prière dont la bizarre phraséologie excita mon rire. J'étais dans un état d'esprit à n'être choqué de rien. En fait, j'étais aussi insouciante que le sont certains malfaiteurs au pied de la potence. « Ah, je vous oubliais, me dit mon tyran. Vous allez faire cela. Allons, à terre. Vous conspiriez avec lui contre moi, n'est-ce pas, vipère ? Tenez, voilà de l'ouvrage pour vous. » Il me secoua à faire claquer mes dents et me jeta à côté de Joseph, qui continua ses prières sans se troubler, puis se releva, jurant qu'il allait partir à l'instant pour la grange. Monsieur Linton était un magistrat, et eût-il perdu 50 femmes, il fallait qu'il ouvrît une enquête là-dessus. Joseph était si obstiné dans sa résolution que Heathcliff jugea utile d'exiger de ma bouche une récapitulation de ce qui s'était passé. Il me dominait d'un regard chargé de malveillance, pendant que je satisfaisais à contre-cœur à ses questions. Ce ne fut pas sans peine, surtout avec mes réponses difficilement arrachées, que le vieillard se laissa persuader que Heathcliff n'avait pas été l'agresseur. Cependant, M. Earnshaw lui-même le convainquit bientôt qu'il était encore vivant. Joseph s'empressa de lui administrer une dose de liqueur forte, grâce à quoi son maître recouvra bientôt le mouvement et la conscience. Heathcliff, voyant que son adversaire ignorait le traitement qu'il avait reçu pendant qu'il était sans connaissance, lui dit qu'il avait déliré sous l'emprise de l'ivresse, qu'il passerait l'éponge sur son atroce conduite, mais qu'il l'engageait à aller se coucher. À ma grande joie, il nous quitta lui-même après ce judicieux conseil, et Hindley s'étendit sur la pierre de l'âtre. Je regagnai ma chambre, stupéfaite d'en être quitte à si bon compte. Ce matin, quand je suis descendue, une demi-heure environ avant midi, M. Earnshaw était assis près du feu, tout à fait mal en point. Son mauvais génie, presque aussi blême et décharné, était appuyé contre la cheminée. Ni l'un ni l'autre ne paraissait songer à dîner. Après avoir attendu jusqu'à ce que tout sur la table fût froid, j'ai commencé seule. Rien ne m'empêchait de manger de bon appétit, et quand, de temps à autre, je jetais un regard sur mes compagnons silencieux, j'éprouvais une certaine impression de satisfaction et de supériorité à sentir en moi le réconfort d'une conscience tranquille. Lorsque j'ai eu fini, j'ai pris la liberté inaccoutumée de m'approcher du feu, de passer derrière le siège d'Earnshaw et de m'agenouiller dans le coin à côté de lui. Heathcliff n'a pas fait attention à mon mouvement. J'ai levé les yeux et considéré ses traits avec presque autant d'assurance que s'il eût été changé en statue. Son front, qui naguère me paraissait si viril et que je trouve maintenant si diabolique, était voilé d'un lourd nuage. Ses yeux de basilic étaient presque éteints par l'insomnie. Par les larmes peut-être, car ses cils étaient encore humides. Ses lèvres, d'où le féroce ricanement avait disparu, étaient serrées, avec une expression d'indicible tristesse. Si c'eût été tout autre,
Je me serais caché la figure en présence d'une telle douleur. La sienne me procurait du plaisir, et quelque lâcheté qu'il semble y avoir à insulter un ennemi tombé, je n'ai pu me retenir de profiter de cette occasion de lui décocher un dard. Ces moments de faiblesse étaient les seuls où je pusse goûter le délice de rendre le mal pour le mal. Fille, miss, interrompis-je, on croirait que vous n'avez jamais de votre vie ouvert une Bible. Quand Dieu afflige vos ennemis, sûrement cela devrait vous suffire. Il est à la fois vil et présomptueux d'ajouter votre torture à la sienne. Je reconnais que c'est vrai en général, Hélène, mais quel est le supplice infligé à Heathcliff qui pourrait me contenter si je n'y étais mêlée? Je préférerais qu'il souffrît moins. Si je pouvais être la cause de ses souffrances et qu'il sût que j'en suis la cause. Oh, mon compte avec lui est si chargé. Je ne puis espérer de lui pardonner qu'à une condition. C'est de m'être payé, d'abord, œil pour œil, dent pour dent, torture pour torture, et de l'avoir réduit à mon état. Puisque c'est lui qui a commis la première offense, qu'il soit le premier à implorer le pardon. Et alors? Eh bien, alors, Hélène, je pourrais montrer un peu de générosité. Mais comme il est absolument impossible que je ne puisse jamais me venger, je ne puis donc lui pardonner. Hindley désirait un peu d'eau. Je lui ai tendu un verre et lui ai demandé comment il allait. « Pas aussi mal que je le voudrais, » a-t-il répondu. « Mais sans parler de mon bras, chaque parcelle de mon corps est aussi endolorie que si j'avais lutté avec une légion de diablotins. »« Oui, ce n'est pas étonnant, » ai-je remarqué. Catherine se vantait de s'interposer entre vous et la douleur physique. Elle voulait dire que certaines personnes ne vous toucheraient pas de crainte de l'offenser. Il est heureux que les morts ne se lèvent pas réellement de leur tombeau, car autrement, la nuit dernière, elle aurait pu assister à une scène répugnante. N'êtes-vous pas meurtri et blessé à la poitrine ou aux épaules? Je n'en sais rien. Mais que voulez-vous dire? A-t-il osé me frapper quand j'étais à terre? Il vous a accablé de coups de pied et vous a cogné contre le sol, dis-je à voix basse. Son envie de vous déchirer avec ses dents était telle que l'eau lui en venait à la bouche. Car il n'est homme qu'à demi, même pas, et le reste est démon. M. Earnshaw a levé les yeux, comme moi, vers le visage de notre ennemi commun. Absorbé dans son angoisse, celui-ci paraissait insensible à tout ce qui se passait autour de lui. Plus longtemps il restait dans cette attitude, et plus la noirceur de ses méditations se révélait sur ses traits. Oh! Si Dieu voulait seulement me donner la force de l'étrangler dans ma suprême agonie, j'irais en enfer avec joie. Gémissait son impatiente victime, qui se débattait pour essayer de se lever et retombait désespérée, convaincue de son impuissance à lutter. Non, c'est assez qu'il ait tué l'un de vous, ai-je observé tout haut. À la grange, tout le monde sait que votre sœur vivrait encore, sans monsieur Heathcliff. Après tout, il vaut mieux être haï qu'aimé par lui. Quand je me rappelle comme nous étions heureux, comme Catherine était heureuse avant son arrivée, je ne puis m'empêcher de maudire ce jour-là. Très vraisemblablement, Heathcliff a été plus frappé de la vérité de ces paroles que de l'excitation de la personne qui les avait prononcées. Son attention s'est éveillée, je l'ai bien vu, car des larmes coulaient de ses yeux dans les cendres, et sa respiration oppressée s'échappait en profonds soupirs. Je le regardai en face, avec un rire de mépris. Des fenêtres voilées de l'enfer ont jailli un instant vers moi quelques éclairs. Mais le démon, qui en général veillait là, semblait si obscurci, si noyé, que je n'ai pas craint de risquer un nouveau rire. « Levez-vous et disparaissez de ma vue, » a dit Heathcliff. J'ai deviné du moins qu'il prononçait ces mots, bien que sa voix fût à peine intelligible. « Je vous demande pardon, » ai-je répliqué. « Mais moi aussi j'aimais Catherine, et son frère a besoin de soins, que pour l'amour d'elle, je lui donnerai. Maintenant qu'elle est morte, je la revois en Hindley. Hindley a exactement ses yeux, ou les aurait,
si vous n'aviez pas essayé de les lui arracher, ce qui les a rendus noirs et rouges, et ça, levez-vous, misérable idiote, avant que je vous écrase sous mes pieds, s'est-il écrié, en faisant un mouvement qui m'en a fait faire un aussi. Mais alors, ai-je continué, en me tenant prête à m'enfuir, si la pauvre Catherine s'était fiée à vous et avait accepté le titre ridicule, méprisable, dégradant de madame Heathcliff, elle aurait bientôt offert un semblable spectacle. Elle n'eût pas supporté tranquillement votre abominable conduite, elle. Il eût fallu que sa haine et son dégoût trouvassent une voie. Le dossier du banc et la personne d'Earnshaw me séparaient de lui, de sorte qu'au lieu d'essayer de m'atteindre, il a saisi un couteau sur la table et me l'a lancé à la tête. La lame m'a frappé sous l'oreille et a arrêté la phrase que je prononçais en ce moment. Mais je l'ai retiré. J'ai couru à la porte en lui jetant encore quelques mots qui, je l'espère, auront pénétré un peu plus profondément que son projectile. Comme tableau final, je l'ai vu s'élancer avec furie, être arrêté par son hôte, qui l'avait saisi à bras-le-corps, puis tous deux ont roulé, enlacés devant la cheminée. En traversant la cuisine dans ma fuite, j'ai dit à Joseph d'aller vite trouver son maître. J'ai renversé Ayrton, qui était en train de s'amuser à suspendre une portée de petits chiens au dossier d'une chaise à l'entrée de la porte. Et heureuse, comme une âme échappée du purgatoire, j'ai bondi, sauté, volé sur la route escarpée. Puis, négligeant ces détours, j'ai pris droit à travers la lande, culbutant sur les talus, m'enfonçant dans les marécages. Je me précipitais tête baissée vers mon phare, la lumière qui brillait à la grange. Et je consentirais plus volontiers à un séjour perpétuel dans les régions infernales qu'à reprendre place, fût-ce pour une seule nuit, sous le toit de Hurlevent. Isabelle se tut et but un peu de thé. Puis elle se leva, me demanda de lui mettre son chapeau et un grand châle que j'avais apporté, et sourde à ma prière de rester encore 1 heure, monta sur une chaise, baisa les portraits d'Edgar et de Catherine, et m'embrassa à mon tour, et descendit prendre la voiture, accompagnée de Fanny, qui aboyait de joie d'avoir retrouvé sa maîtresse. Elle partit donc, ainsi chassée, pour ne plus jamais revenir dans le pays. Mais une correspondance régulière s'établit entre elle et mon maître, quand les choses se furent un peu arrangées. Je crois qu'elle avait choisi sa nouvelle demeure dans le sud, près de Londres. C'est là qu'elle mit au monde un fils, quelques mois après sa fuite. Il reçut le prénom de Linton, et dès le début, elle le dépeignit comme une créature maladive et irritable. Monsieur Heathcliff, me rencontrant un jour dans le village, me demanda où elle habitait. Je refusai de le lui dire. Il répliqua que cela lui importait peu, mais qu'elle devait se garder de venir chez son frère. Il ne fallait pas qu'elle vécût avec lui. Dût-il, pour l'en empêcher, la reprendre lui-même. Bien que je n'eusse voulu lui donner aucune indication, il découvrit, par quelque autre domestique, le lieu de son séjour et l'existence de l'enfant. Il n'inquiéta pourtant pas Isabelle, ce dont elle put rendre grâce, je suppose, à l'aversion qu'elle lui inspirait. Il s'informait souvent de l'enfant quand il me voyait. En apprenant son nom, il eut un vilain sourire et dit « Ils veulent donc que je le haïsse aussi, sans doute ?»« Je ne crois pas qu'ils désirent que vous sachiez rien de lui, » répondis-je. « Mais je l'aurai, quand j'aurai besoin de lui. Ils peuvent y compter. » Heureusement, sa mère mourut avant que ce moment fût venu, 13 ans environ après Catherine. Le petit Linton avait 12 ans, ou un peu plus. Le lendemain de la visite inopinée d'Isabelle, je n'eus pas l'occasion de parler à mon maître. Il évita toute conversation et n'était en état de rien discuter. Quand je pus me faire écouter, je vis qu'il était bien aise que sa sœur eût quitté son mari, qu'il détestait avec une intensité que la douceur de sa nature semblait à peine permettre. Son aversion était si profonde et si vivace qu'il s'abstenait d'aller partout où il aurait pu rencontrer Heathcliff ou entendre parler de lui. Le chagrin, joint à ce sentiment, fit de lui un parfait ermite. Il abandonna sa charge de magistrat, cessa même de paraître à l'église, évita en toutes occasions le village et mena une vie de complète réclusion dans l'enceinte de son parc et de ses terres.
La seule variété qu'il y apporta consistait en promenades solitaires dans les landes et en visite à la tombe de sa femme, la plupart du temps le soir, ou le matin de bonne heure avant que personne fût dehors. Mais il était trop bon pour être longtemps tout à fait malheureux. Il ne priait pas, lui, pour que l'âme de Catherine le hantât. Le temps lui apporta la résignation et une mélancolie plus douce que la joie vulgaire. Il entourait sa mémoire d'un amour ardent et tendre, d'aspirations pleines d'espoir vers un monde meilleur, où il ne doutait pas qu'elle ne fût allée. Il eut aussi une consolation et des affections sur cette terre. Pendant quelques jours, vous ai-je dit, il parut n'accorder aucune attention à l'être chétif que sa femme lui avait légué. Cette indifférence fondit aussi vite que la neige en avril, et avant que la petite créature fût capable de bégayer un mot ou de hasarder un pas, elle régnait en despote dans le cœur de son père. Elle s'appelait Catherine, mais il ne lui donnait jamais son nom en entier, de même qu'il n'avait au contraire jamais abrégé celui de la première Catherine, sans doute parce que Heathcliff avait l'habitude de le faire. La petite fille fut toujours Cathy, ce qui la distinguait pour lui de sa mère, tout en la reliant à elle. Et son attachement à l'enfant naquit de ce lien avec la mère, bien plus que du fait qu'elle était sa fille, à lui. Je faisais parfois une comparaison entre Hindley Earnshaw et lui, et je n'arrivais pas à m'expliquer d'une façon satisfaisante pourquoi leur conduite, en des circonstances semblables, était si différente. Tous deux avaient été de tendres époux, et tous deux étaient attachés à leur enfant. Je ne comprenais pas comment tous deux n'avaient pas suivi la même route, dans le bien ou dans le mal. Mais, disais-je, Hindley, avec une tête en apparence plus forte, s'était montré pitoyablement inférieur et plus faible. Quand son vaisseau a touché l'écueil, le capitaine a abandonné son poste, et l'équipage, au lieu de chercher à sauver le navire, s'est livré à l'indiscipline et au désordre, détruisant tout espoir de renflouer la malheureuse épave. Linton, au contraire, a fait preuve du vrai courage d'une âme loyale et fidèle. Il a eu confiance en Dieu, et Dieu l'a consolé. L'un espérait, l'autre désespérait. Ils ont choisi chacun leur sort, et ont été justement condamnés à le subir. Mais vous n'avez pas besoin de ma morale, monsieur Lockwood. Vous êtes capable de juger aussi bien que moi de toutes ces choses. Vous le croyez du moins, ce qui revient au même. La fin d'Earnshaw fut ce que l'on pouvait attendre. Elle suivit de près celle de sa sœur. 6 mois à peine séparèrent l'une de l'autre. Nous autres, à la grange, nous n'avons jamais su exactement quel a été son état pendant cette période. Le peu que j'ai appris est venu à ma connaissance quand je suis allé aider aux préparatifs des obsèques. Monsieur Kenneth vint annoncer l'événement à mon maître. « Eh bien, Nelly, dit-il, en entrant à cheval dans la cour un matin, trop tôt pour que je ne fusse pas alarmé par un soudain pressentiment de mauvaises nouvelles. C'est à votre tour et au mien d'être en deuil à présent. Devinez qui nous a faussé compagnie cette fois. »« Qui ?» demandai-je tout ému. « Allons, devinez, répondit-il, en mettant pied à terre et attachant les rênes à un crochet près de la porte. Et préparez le coin de votre tablier. Je suis certain que vous allez en avoir besoin. »« Pas monsieur Heathcliff, bien sûr » m'écriai-je. « Quoi ? Vous auriez des larmes pour lui ? Non. Heathcliff est un gaillard jeune et vigoureux. Il a l'air plus florissant que jamais aujourd'hui. Je viens de le voir. Il reprend vite des chairs, depuis qu'il est débarrassé de sa moitié. « Qui est-ce alors, monsieur Kenneth ?» répétai-je avec impatience. « Hindley Earnshaw, votre vieil ami Hindley, et mon méchant compère, quoique depuis longtemps il soit devenu trop fantasque pour moi. Là, je disais bien qu'il allait y avoir des larmes. Mais consolez-vous, il est mort fidèle à son personnage, ivre comme un lord. Pauvre garçon. J'ai de la peine moi aussi. On regrette toujours un vieux compagnon, malgré tout, bien que celui-là fût capable des pires malices qui se puissent imaginer, et qu'il m'ait joué plus d'un vilain tour. Il avait à peine 27 ans, il me semble. C'est juste votre âge. Qui aurait cru que vous étiez né la même année ?
J'avoue que ce coup fut plus dur pour moi que n'avait été celui de la mort de madame Linton. D'anciens souvenirs assiégeaient mon cœur. Je m'assis sous le porche, je pleurais comme pour un parent, et je priais le docteur de se faire introduire auprès de mon maître par un autre serviteur. Je ne pouvais m'empêcher de ressasser cette question. Sa mort a-t-elle été naturelle? Quoi que je fisse, cette idée me harcelait. J'en étais si obsédée que je résolus de demander la permission d'aller à Hurlevent pour aider à remplir les derniers devoirs envers le défunt. M. Linton n'y consentit qu'avec beaucoup de difficulté. Mais je plaidais éloquemment l'abandon, où le corps de son beau-frère devait se trouver. Je fis valoir que mon ancien maître et frère de lait avait autant que lui droit à mes services. De plus, je lui rappelai que le petit Ayrton était le neveu de sa femme, qu'en l'absence de parents plus proches, il devait lui servir de tuteur, qu'il fallait qu'il s'enquît de l'état de la succession, et qu'il examinât les affaires de son beau-frère. Il était incapable de s'occuper de tout cela à ce moment-là, mais il me chargea d'en parler à son homme d'affaires. Enfin, il me permit de partir. Son homme d'affaires avait été également celui d'Earnshaw. Je passai au village et le priai de m'accompagner. Il secoua la tête et conseilla de laisser faire Heathcliff, affirmant que, si la vérité était connue, on découvrirait que Ayrton n'était guère plus qu'un mendiant. Son père est mort endetté, ajouta-t-il. Toute la propriété est hypothéquée, et la seule chance qui reste à l'héritier naturel est de trouver une occasion d'éveiller quelque intérêt dans le cœur de son créancier afin que celui-ci soit amené à le ménager. Quand je parvins à Hurlevent, j'expliquai que j'étais venu pour veiller à ce que tout se passât décemment. Joseph, qui avait l'air d'avoir assez de chagrin, exprima sa satisfaction de ma présence. M. Heathcliff dit qu'il ne voyait pas qu'on eût besoin de moi, mais que je pouvais rester et régler les dispositions des obsèques, si je voulais. En bonne justice, observa-t-il. Le corps de ce fou devrait être inhumé à la croisée des routes, sans cérémonie d'aucune sorte. Il m'est arrivé de le quitter pendant 10 minutes hier après-midi. Il en a profité pour verrouiller les 2 portes de la salle afin de m'empêcher d'entrer. Et il a passé la nuit à s'enivrer à mort de propos délibérés. Nous avons fait irruption ce matin, en l'entendant ronfler comme un cheval. Il était là, étendu sur le banc. On aurait pu l'écorcher et le scalper sans le réveiller. J'ai envoyé chercher Kenneth, qui est venu, mais pas avant que la brute fût changée en charogne. Il était mort, froid et roide. Ainsi, vous conviendrez qu'il n'y avait pas lieu de faire beaucoup d'histoire à son sujet. Le vieux domestique confirma ses dires, mais grommela. J'aurions mieux aimé qu'il soit Ed Kerry, le docteur lui-même. J'aurions soigné le maître mieux que lui. Et il n'était point mort quand ils sont partis, mais point du tout. J'insistais pour que les funérailles fussent convenables. M. Heathcliff me dit que je pouvais agir à ma guise. Cependant, il me pria de ne pas oublier qu'en toute cette affaire, c'était de sa poche que sortait l'argent. Son attitude resta froide, indifférente, n'indiquant ni joie ni chagrin. Si l'on pouvait y lire quelque chose, c'était la cruelle satisfaction d'avoir réussi une besogne difficile. Je remarquai cependant une fois, sur sa figure, une expression qui ressemblait à de l'exultation. Ce fut à l'instant que le cercueil sortit de la maison. Il eut l'hypocrisie de se mettre en deuil. Avant de suivre le convoi avec Ayrton, il fit monter sur la table le malheureux enfant et murmura, avec une singulière jouissance. « Maintenant, mon petit gars, tu es à moi, et nous verrons bien si un arbre ne pousse pas aussi tordu qu'un autre, quand le même vent les courbe. » Le naïf petit être écouta ces paroles avec plaisir. Il jouait avec les moustaches de Heathcliff et lui tapotait la joue. Mais moi, je compris ce qu'il voulait dire et j'observai sèchement. « Cet enfant doit retourner avec moi, à Thrushcross Grange, monsieur. Il n'y a rien au monde qui vous appartienne moins que lui. »« Linton l'a-t-il dit » demanda-t-il. « Sans doute. Il m'a ordonné de le ramener, » répondis-je. « Bien, » dit le coquin. « Nous ne discuterons pas cette question pour le moment, mais j'ai envie de m'essayer à élever un enfant. Par conséquent,
Vous déclarerez à votre maître que s'il cherche à m'enlever celui-ci, je me verrai obligé de le remplacer par le mien. Je ne m'engage pas à laisser partir Ayrton sans contestation, mais je vous certifie que je ferai venir l'autre. N'oubliez pas de le lui dire. » Cette menace suffisait à nous lier les mains. J'en fis part en revenant à Edgar Linton, qui, s'étant peu intéressé à la question dès le début, ne parla plus d'intervenir. Je ne crois d'ailleurs pas qu'il eût pu le faire utilement, s'il en avait jamais eu la volonté. L'hôte était maintenant le maître à Hurlevent. Sa possession était solide, et il prouva à Lataurnay, qui, à son tour, le prouva à M. Linton. Kearnshaw avait hypothéqué jusqu'à son dernier mètre de terrain pour avoir de quoi subvenir à sa passion du jeu. Et lui, Heathcliff, était le prêteur. C'est ainsi que Ayrton, qui devrait être aujourd'hui le premier propriétaire du pays, a été réduit à un état de complète dépendance de l'ennemi invétéré de son père, et qu'il vit dans sa propre maison comme un domestique, sauf qu'il n'a même pas l'avantage de toucher des gages, tout à fait incapable de se faire rendre droit, parce qu'il est sans aucun ami, et qu'il ignore le tort dont il est victime. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog lecture sur les hauts de Hurlevent. On a lu 3 chapitres. Il y aura un petit chat qui va passer à proximité là. Non, tu vas pas dans le tiroir. On a lu les chapitres 15, 16 et 17. La semaine prochaine, on lira également 3 chapitres. Vous avez vu, il y a des oreilles. Enfin bref, il va rester 7 semaines après celle-ci. C'est un peu long. Et je vais pas en lire tant que ça de 3 chapitres en même temps. Parce que sinon, vous avez vu la longueur de la vidéo. Alors une vidéo d'1 heure, je pense que je mets facile 1h15 à la monter. Donc celle-là, je peux vous assurer que ça va être long. J'ai au moins 3 segments d'1h30. Plus le petit chapitre qui faisait pas beaucoup de pages. Et le vlog lecture, donc ça va être très long. Et d'autant que je suis pas très sérieuse parce que là, on est samedi 1er février et il est quasiment 23h. Tu veux venir? Qu'est-ce que tu fais bien? Oh là là. Pouf, comme ça. Ça, c'est Lily qui aime bien vous montrer ses fesses. Et donc, là, on était dans du drama, full drama. J'ai pas le souvenir qu'on savait que Catherine, mère, était enceinte. On se doutait bien qu'il allait y avoir un enfant vu qu'il y a sa fille dans l'histoire du présent, mais j'avais pas le souvenir. Donc je me demande en fait si est-ce que, comme elle était malade, est-ce qu'on savait bien en fait que est-ce qu'elle pouvait ne pas être au courant de sa grossesse étant donné son état nerveux entre guillemets. Donc là on est à fond dans le truc sur on est à fond dans les débuts je pense de la psychiatrie. Donc les femmes elles sont les femmes sont comment dire sont hystériques évidemment, sont atteintes de maladies nerveuses, etc. Donc elle est hystérique aussi. Ah bah, vas-y, joue avec ton poulpe. Et bref, peut-être que l'état de nervosité de Catherine a fait qu'ils sont complètement passés à côté de la grossesse, parce que je pense qu'ils auraient peut-être plus prêté attention à sa santé physique s'ils avaient su. Après, ils n'ont pas spécialement dit non plus qu'ils étaient surpris de la naissance de Catherine fille, de Cathy. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça sort un petit peu de nulle part. J'ai l'impression que ça n'a pas été préparé. Donc à la fois il y a ou alors j'ai oublié, hein, à la fois il y a un côté où la grossesse sort de nulle part, mais il n'y a pas de surprise à la naissance. Donc ou alors je viens d'oublier ce que je viens de lire, ce qui est possible aussi. Donc on a des enfants chétifs qui sont nés. Au final,
Isabelle était enceinte en même temps que Catherine, sauf qu'Isabelle, elle est enceinte un, plus tardivement. Et là, je sais pas si vous avez tilté, mais elle nous a un petit peu dit qu'Isabelle était morte. Donc qu'Isabelle était morte quand Linton fils, donc le fils d'Heathcliff, Linton Heathcliff, avait une douzaine d'années, 12-13 ans. Donc je sais pas. On a des enfants chétifs parce que probablement tout ce drama autour d'eux, ça doit pas aider non plus à mener des grossesses sereines et à faire naître des enfants en pleine santé. Pourtant, Cathy fille, on l'a vu de nos jours, elle a son petit répondant et tout ça. Il me semble qu'elle était décrite comme ayant le physique un peu fragile des Linton, alors que Catherine était plutôt un peu l'image de la fougue, etc. Mais Cathy, elle n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Alors quelque part, j'ai envie de revenir aussi sur le rapport entre Catherine et Heathcliff. On a vraiment un amour absolu. Je trouve qu'on a un amour qui n'a pas de limite, euh, mais qui a pourtant été limité par les, les règles de la société. À savoir, Catherine Earnshaw ne pouvait pas épouser un homme qui n'était pas de son rang, en gros, et qui n'avait pas un rond. Mais pourtant, je pense vraiment que Catherine Earnshaw est la personne préférée de Heathcliff, et Heathcliff est la personne préférée de Catherine. Et je pense pourtant qu'il y a eu une vraie tendresse entre Catherine et son mari Linton. Je pense que Linton, il était amoureux d'elle. Catherine l'appréciait, l'aimait peut-être un peu. Mais Catherine, elle n'a pas montré plus que ça d'amour non plus pour ses parents, je n'ai pas le souvenir. Pour Nelly, un coup c'était plus ou moins une confidente quand elle avait des gros doutes, ou ça pouvait être aussi la boniche. Hein. Elle lui rappelait bien son rôle de servante ou de femme de charge quand il fallait le faire. Elle est trop mignonne. Et je trouve qu'en dehors de ces quelques amours qui sont tout pétés, au final, qui fonctionnent pas, c'est aride, hein, en termes d'amour et de sentiments positifs et d'émotions positives. C'est quand même aride. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est pas un bouquin. Je répète jusqu'au bout, je le dirai toutes les semaines, mais si ça va pas, vous lisez pas ça maintenant. Hein. Vous attendez. Et si c'est un truc qui vous va pas, vous lisez autre chose, point barre. Ouais, donc il y a vraiment une certaine aridité en termes d'émotions et tout ça. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc, alors on a Cathy qui est un peu dans une espèce de dramatisation de son état, mais en fait son état qui est réel parce qu'elle en meurt. Quelque part, elle avait raison. On a Heathcliff qui n'est capable de verser des larmes que pour elle, qui n'est capable de montrer de douceur que pour elle, tout en aussi la maudissant. C'était assez fort le truc, en gros, si tu dis que je suis ton meurtrier, hante-moi. Mais il a raison aussi de lui remettre dans les dents ce qu'elle lui dit. Hein. Parce qu'elle s'est quand même foutue dans la merde toute seule. Catherine, quand elle a choisi Edgar Linton. Mais en même temps, quelles étaient vraiment les possibilités pour les femmes nobles ou de petite noblesse de ne pas épouser le bon? Je suis pas convaincue hein, qu'on pouvait vraiment épouser la personne qu'on aimait, supporter la honte que la bonne société nous portait après. C'est pas facile de vivre avec la honte. Je reste comme ça vous la voyez. Hop. Et Nelly, elle est au milieu de tout ça. C'est quand même une des seules qui arrive à tenir tête
à Heathcliff, c'est une des seules à garder une espèce de d'affection passée. C'est plus de l'affection pour Hindley, je pense. Mais je pense qu'elle elle affectionne le souvenir qu'elle en a quand c'était un homme qui était à peu près décent, ce qui n'est plus le cas depuis un moment. Ayrton, souvenez-vous là, le petit Ayrton qui a peut-être 7 ans, 8 ans, qui est tout content de jouer avec les moustaches de Heathcliff. Ayrton, c'est un gars rustre qui dort dans la grange et qui sait pas lire au temps du présent. Et qui sait pas lire tout ça parce que Heathcliff, il a racheté, enfin qu'il est le seul débiteur des sommes que Hindley doit. Au final, c'est un espèce de rachat, un rachat de dette qu'il a obtenu Hurlevent. Ce qui veut dire que sa vengeance est accomplie. Parce que là, il a tué Hindley. Peut-être. Enfin, Hindley est mort. Hindley n'est plus là. Il a eu Hurlevent. Il a su que Catherine l'aimait, mais il l'a perdue. Son épouse, il peut pas la blairer, elle est partie. Il en a pas grand-chose à foutre. Mais jusque-là, il veut maintenant emmerder Edgar Linton parce que lui, il a épousé Catherine. Et franchement, le chantage de je m'occupe d'Ayrton, sinon je récupère mon fils qui est ton neveu, c'est dégueulasse. Non mais ce mec-là, il est infréquentable. Mais il vaut pas mieux que Hindley, hein. Hindley, on avait l'impression que les motivations étaient autres. Hindley, je trouve qu'il est peut-être un peu plus du côté de la folie, alors bon, remarque qu'il est pas beaucoup mieux Heathcliff, hein. Mais Hindley, il fait beaucoup plus instable, beaucoup moins réfléchi, alors que Heathcliff, il sait ce qu'il fait. Il sait complètement ce qu'il fait. Donc là, il a envie de pourrir la vie d'Edgar Linton et en mettant un enfant pour un autre, là, c'est dégueulasse. Et souvenez-vous de la relation entre le petit Ayrton et Heathcliff, à part le fait que le gamin il joue avec le moustache d'Heathcliff. Heathcliff, en gros, enfin, une espèce d'enfant roi qui n'a pas de. Une espèce d'enfant roi qui n'a pas de limite. Et ce gamin-là, il va finir à la grange avec Joseph. Enfin, non, Joseph, il dort dans la maison, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je me demande ce qu'il fout, en plus, Heathcliff, quand il part comme ça toute la nuit, dehors. Probablement qu'il reste dans les Landes et à se souvenir ou à traquer son fantôme ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a eu l'histoire du fantôme au tout début, souvenez-vous. Quand Monsieur Lockwood, le voisin, qui est en train de louer la grange, pardon, il, euh, il est resté dormir chez Heathcliff parce qu'il y avait une tempête de neige, il pouvait pas repartir. Ce qui fait qu'il a squatté, entre guillemets, la chambre de Catherine qui est plutôt laissée comme un espèce de mausolée débarras, alors que... et c'est là, du coup, comme si sa présence dans cette chambre-là avait un peu convoqué le fantôme. Donc c'est le fantôme d'une Catherine enfant. C'est particulier. C'est dur, hein. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc, dimanche prochain, 3 nouveaux chapitres. Je regarde à la louche. Attendez, je regarde juste combien j'en ai lu là. J'ai lu 26 pages. Et le prochain coup... Ouais, c'est à peu près pareil. Donc, la prochaine vidéo sera sans doute aussi longue. Mercredi prochain, si je ne... bah, ça m'étonnerait que j'ai le temps de lire autre chose entre-temps. Mercredi prochain, normalement, c'est un book unhaul, un peu book haul aussi, qui est pas très long. Puis après, on continue sur les contes et les Hauts de Hurlevent. Les contes d'Andersen et les Hauts de Hurlevent. Je vais sans doute pouvoir commencer à vous proposer un peu de contenu vidéo sur l'écriture,
parce que ça bouge un peu par rapport au projet Bradbury, peut-être courant février. En fait, j'ai commencé plein de petits projets vidéo autour de l'écriture en partageant mon expérience en fait sur divers trucs, mais je suis pas assez avancée pour pouvoir les publier tout de suite. Enfin, je vois pas l'intérêt de le publier tout de suite. Il faut que je creuse un peu le truc, que je développe un peu le truc pour vous proposer en fait un contenu qui puisse vous intéresser et vous servir surtout. J'ai pas la volonté de faire un cours, c'est plus un partage d'expérience. Mais là, pour moi, c'est pas assez approfondi pour le diffuser encore. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien de votre journée au chaud avec un bon bouquin. Lisez tout plein, rêvez tout grand et à tout bientôt. Salut!